Pour aborder quelques pistes concrètes, donc concrètement, que faire face à cela? Alors, la situation idéale, parce que en fait, l'école publique, c'est quand même une nécessité pour toute société, je pense. C'est quelque chose, c'est un acquis qui n'est pas à remettre en question. Mais il faudrait que l'école publique puisse fonctionner dans une complémentarité harmonieuse avec les autres formules, et non pas avoir cette hégémonie de l'institution scolaire républicaine. Parce que, en fait, le problème, quand on a cette tendance à l'hégémonie, c'est que l'école républicaine, l'école publique de manière générale, propose forcément un modèle unique qui ne convient pas à tous les enfants. Donc elle est inadaptée à de très nombreux cas. Donc il est intéressant d'encourager les écoles hors contrat, non seulement pour qu'il puisse y avoir des écoles chrétiennes, des écoles musulmanes, juives ou autres, suivant les confessions des uns et des autres, mais aussi pour qu'on puisse avoir des structures scolaires adaptées à des enfants qui ne sont pas adaptés à la scolarité classique, notamment les enfants précoces, notamment les enfants handicapés, etc. Et ça, l'État n'est pas en mesure de supporter cette charge, c'est normal. Donc il est tout à fait bon que l'État encourage d'autres options. Donc l'idéal serait cette complémentarité en fait, entre les différentes formules. Ensuite, au niveau légal, pour répondre aux propositions qui sont faites par M. Ciotti, par Mme Vallaud-Belkacem, alors je vais retrouver mon papier. Dans le domaine de la liberté éducative en général, je pense qu'il y a un combat à mener pour inscrire cette liberté éducative des parents parmi les libertés fondamentales. Ici, bon, c'est vraiment pas pour multiplier les libertés fondamentales à tout va, mais c'est simplement pour utiliser les armes qui sont à notre disposition. Et je pense qu'il faut profiter du fait que Najat Vallaud-Belkacem proclame elle-même dans son discours que la liberté éducative est une liberté fondamentale. Donc ce serait bien d'inscrire cette liberté parmi les droits fondamentaux et d'y donner une définition juridique claire, parce que cette liberté est actuellement très floue, que ce soit dans la législation ou dans la jurisprudence. Donc ici, il y aurait quelque chose à faire dans le cadre de la loi. Ensuite, il faudrait encore, de façon très générale, généraliser l'usage de l'expression « obligation d'instruction » et bannir des textes officiels celle d'obligation scolaire, qui est faussée puisque, en réalité, aujourd'hui, c'est une obligation d'instruction, non pas une obligation de scolarisation. Il faudrait ensuite, à mon avis, clarifier la situation juridique de l'instruction en famille, qui actuellement on dit que c'est quelque chose qui doit rester très exceptionnel, qui doit répondre à des situations particulières qui ne sont pas définies. Donc c'est une espèce de flou juridique qui permet de limiter de plus en plus ce mode d'instruction. Donc il faudrait réviser la loi de 1998 qui proclame la priorité des établissements d'enseignement. Il faudrait que l'État ne s'arroge pas de droit de jugement sur les choix éducatifs des parents. Donc cesser de proclamer cette priorité des établissements d'enseignement. Une autre possibilité aussi, de manière très globale, mais alors là, ça supposerait une refonte totale de notre système scolaire, serait d'instaurer un système de chèque éducation en fait, pour chaque enfant que le parent pourrait utiliser dans l'école de son choix. C'est déjà le cas dans certains pays. C'est une option envisageable qui serait à creuser, mais ça suppose vraiment une refonte. Donc ici, je me contente de le mentionner sans véritablement avoir d'indications pratiques. Voilà. Ensuite, quelques propositions concernant d'une part les écoles hors contrat et d'autre part l'instruction en famille. Pour les écoles hors contrat, il faut évidemment maintenir le régime déclaratif sans changement des délais. J'ai lu dans un article concernant les propositions de Mme Vallaud-Belkacem, l'article disait « Il est plus facile aujourd'hui d'ouvrir une école qu'un bar ». Effectivement, dit comme ça, on se dit « Oui, effectivement, il y a peut-être un problème ». Bon, en fait, il est encore plus facile de faire des enfants. C'est quelque chose de beaucoup plus grave, et pourtant, c'est extrêmement facile. Donc, il faut relativiser. Instruire une école, c'est facile, mais... ouvrir une école, pas instruire une école. C'est relativement facile par rapport à certaines autres démarches, mais il y a quand même un certain nombre de paramètres qui sont assez stricts, donc ça se fait pas en un claquement de doigts, loin de là. Donc, maintien du régime déclaratif. Pourquoi pas, si l'on veut concéder 2 ou 3 choses à Mme Vallaud-Belkacem, harmoniser les motifs d'opposition à l'ouverture d'une école. En fait, actuellement, les motifs d'opposition applicables à tous les établissements concernent l'hygiène et les bonnes mœurs, et quelques critères concernant le directeur, à savoir l'âge, la nationalité, la probité, les diplômes et l'expérience. On a 2 catégories d'établissements, les établissements d'enseignement technique ou professionnel, pour lesquels il y a les critères de respect de l'ordre public et de la compatibilité du projet d'établissement avec le droit à l'instruction. On pourrait se dire pourquoi pas étendre ces 2 critères à l'ensemble des écoles pour que les maires puissent quand même avoir un certain contrôle vis-à-vis de certaines écoles jugées à risque. Pourquoi pas, il faudrait étudier précisément le critère de l'ordre public pour voir s'il ne pourrait pas se retourner contre d'autres types d'écoles. Ce serait à étudier précisément.
Et en outre, bon, c'est difficile de juger a priori si une école va poser ou non des problèmes d'ordre public. Donc, pourquoi pas une harmonisation, mais à étudier précisément. Il a été proposé notamment par la présidente de la Fondation pour l'école de rajouter aux critères de contrôle la question des financements. Oui, mais ça soulève tout un tas de problèmes, par exemple pour les écoles bilingues ou les écoles qui sont financées par des expats, etc. Donc, ça pourrait être un moyen de contrôle sur les écoles musulmanes financées par le Qatar, par les frères musulmans et autres, mais ici encore à manier avec précaution parce qu'il y a d'autres écoles qui sont financées par l'étranger. On n'a aucune raison de vouloir les fermer. Ensuite, une dernière mesure qui a été proposée et qui est, à mon avis et à notre avis, inutile, s'opposer au fait que le gouvernement légifère par ordonnance sur ces questions. Oui, mais en fait, ça change pratiquement rien. En fait, ça aurait du sens s'il y avait une véritable séparation entre le législatif et l'exécutif, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et en outre, en fait, si on légifère par ordonnance, l'ordonnance est soumise au juge administratif, ce qui signifie qu'elle peut être abrogée s'il y a une opposition à cette ordonnance, contrairement à une loi qui a quand même davantage de stabilité que l'ordonnance. Ici, bon, je ne suis pas juriste, mais le fait de légiférer par ordonnance permet quand même certaines choses que ne permettrait pas une loi prise par le Parlement. Donc c'est pas forcément très utile de s'opposer à cet amendement qui veut permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance. Voilà. Donc voilà concernant les écoles hors contrat. Concernant l'instruction en famille, au niveau de la loi également, il faut maintenir le régime déclaratif et non pas passer à un régime d'autorisation comme le propose M. Ciotti. Je pense qu'il serait bon aussi, et là le sujet a une dimension féminine voire féministe, de rétablir la possibilité des écoles familiales qui ont été interdites par la loi de 2007, parce que le problème aujourd'hui, en disant que l'instruction en famille est une possibilité uniquement pour les enfants d'une seule famille, ben en fait les braves mamans qui veulent instruire leur enfant en famille se retrouvent toutes seules face à leurs X enfants, et c'est parfois très enfermant. On a le choix de la personne qui instruit ses enfants, on a le choix du lieu, etc. Mais dans les faits, c'est souvent la maman seule face à ses enfants qui prend la charge entière de l'éducation. C'est quelque chose d'extrêmement lourd, et s'il serait bon que les familles puissent s'entraider. Donc à voir, mais ça a déjà existé dans la loi, donc pourquoi pas rétablir ces mesures. Voilà. Donc ça c'était vraiment au niveau de la loi. Ensuite, au niveau des modalités pratiques à fixer par décret, alors je vais revenir très rapidement sur ce que propose Madame Vallaud-Belkacem. Elle propose d'améliorer l'effectivité des contrôles en renforçant les moyens humains, en clarifiant les règles et en durcissant les sanctions. À savoir, mobiliser des enseignants volontaires pour effectuer ces inspections. Le texte prévoira également qu'il revient à l'autorité académique de déterminer les modalités et le lieu du contrôle. Il est prévu aussi de préciser les sanctions en cas de refus réitéré d'inspection. Les parents qui refuseraient 2 fois de suite de soumettre leur enfant au contrôle pédagogique seraient automatiquement mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé. Donc ça, concernant les contrôles, les différents problèmes que cela soulève, la question des enseignants volontaires, oui, pourquoi pas, c'est faisable, mais à condition que ces enseignants soient formés. Parce que dans le cadre de l'instruction en famille, on a souvent des pratiques pédagogiques qui n'ont rien à voir avec celles de l'éducation nationale. Donc si on a un prof de l'éducation nationale qui se prend dans une famille avec tous ses préjugés pédagogiques à lui, sans avoir été formé, il risque de juger de manière très négative ce qui se pratique dans le cadre de la famille. Donc ça suppose de mettre en place, par exemple, une journée de formation qui pourrait être donnée par les associations de parents éduquant leurs enfants en famille. Elles seraient ravies de le faire, ce serait à mon avis facile à mettre en place et sans surcoût pour l'État. Voilà, donc pourquoi pas des enseignants volontaires comme inspecteurs, mais à condition de formation. Concernant les modalités et le lieu du contrôle, là on prévoit de manière très unilatérale que ce sera l'inspecteur qui choisira le lieu et qui choisira le déroulement du contrôle. Ici ça pose problème parce que parfois on a des inspecteurs qui imposent à la famille de se rendre à l'académie alors qu'il y a parfois des kilomètres et des kilomètres qui les séparent, ce qui n'est pas forcément facile quand on a, suivant les types de famille. On a aussi le cas de certains inspecteurs qui veulent absolument que l'inspection se fasse à domicile, ce qui pour certaines familles est très intrusif. Donc ici, le mieux serait effectivement, bon, il faut quand même clarifier les choses pour que la décision revienne à quelqu'un en dernier ressort, donc à l'inspecteur, puisque on a quand même une certaine autorité de l'État qui est normale, mais après discussion avec les familles et en précisant que le choix du lieu et des modalités devrait être motivé par écrit pour qu'il n'y ait pas d'abus. Donc là, à mon avis, il y aurait une petite mesure à préciser. Voilà.
Ensuite, deuxième volet de mesures proposé par Madame Vallaud-Belkacem, sous la rubrique « Améliorer la qualité du dialogue éducatif », ici c'est très drôle. Elle prévoit deux choses. D'une part, que les inspecteurs pourront désormais se référer aux objectifs de connaissances et de compétences attendus à la fin de chaque cycle de la scolarité obligatoire. Donc le but, c'est que les inspecteurs puissent avoir des références pour savoir si effectivement l'enfant est bien instruit, s'il progresse vers l'acquisition du socle commun ou pas. Le problème, c'est que les fins de cycle dont il est question, c'est pas fin de primaire, fin de secondaire. Ce sont des cycles beaucoup plus courts qui sont précisés dans le nouveau socle commun. À savoir, bon, il y a un premier cycle en maternelle, mais qui ici n'est pas pris en compte parce que les enfants ne sont pas d'âge scolaire. On a un deuxième cycle qui va du CE1 qui inclut CE1, CM2, CE1, CE2, pardon, tout simplement. Un troisième cycle qui va du CM1 à la 6e. Et ensuite un quatrième cycle qui va de la 5e à la 3e. Donc ce sont des cycles courts. Donc permettre à l'inspecteur de se référer aux attendus de fin de cycle qui sont assez précis, en fait ça revient à leur imposer un programme. Ce qui est aberrant dans le cadre de l'instruction en famille. Donc ici il faudrait... alors, la proposition qui me semble la plus simple à mettre en œuvre sans porter atteinte à la liberté pédagogique des familles, mais pour qu'il puisse y avoir un contrôle objectif et effectif, ce serait par exemple de demander aux parents de tenir un cahier de la progression de leur enfant. À mon avis, bon, ça va contraindre certains parents, ça va leur demander un effort, mais au moins il y aura quand même un élément matériel qui permettra de suivre la progression de l'enfant. Ça pourrait être une idée. Ensuite, deuxième mesure proposée par Madame Vallaud-Belkacem, prévoir explicitement la réalisation d'exercices écrits ou oraux par l'enfant. Ici, ça contrarie beaucoup de parents qui pratiquent les pédagogies alternatives parce que, étant donné que leurs enfants ne sont pas instruits de manière scolaire, ils ne sont pas toujours capables de réaliser les exercices, alors qu'ils connaissent énormément de choses. Par exemple, en maths, ils seraient capables de réaliser parfaitement telle recette de cuisine où il y a des multiplications, des divisions, des conversions entre litres et centilitres, etc. Ils seraient tout à fait capables de le faire, mais réaliser un exercice théorique, certains n'en sont pas capables. Donc ici, ça contrarie une certaine liberté pédagogique. Donc, ce qui me semble en revanche faisable, c'est de demander aux parents de préciser à l'inspecteur les types d'exercices auxquels l'enfant peut être soumis, pour qu'il puisse y avoir une base objective, que l'enfant puisse réaliser des exercices, mais qu'on n'aille pas non plus lui demander de rédiger une dissertation s'il n'a jamais appris à le faire. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on n'est pas... ça ne nous bloque pas dans la vie de ne pas savoir rédiger une dissertation. Donc voilà, donc pour respecter la liberté pédagogique, il faudrait peut-être demander aux parents de proposer un certain type d'exercice réalisable, et également, ce qui me semble être une bonne idée aussi, et qui est déjà pratiqué par un certain nombre de familles, là j'ai lu les rapports d'inspection publiés par les associations, certaines familles envoient un courrier à l'inspecteur avant l'inspection en précisant en fait, les choix pédagogiques qui sont faits et en les expliquant. Et ça c'est une très bonne chose parce que comme ça l'inspecteur est informé des choix qui sont faits, de leur motivation, et peut anticiper, peut adapter son contrôle. Donc ça aussi ce serait une bonne mesure concrète à prendre, à mon avis. Oui. Oui, j'ai juste... Oui, il me reste une micro-remarque et ensuite c'est fini. Voilà. Ensuite, Madame Vallaud-Belkacem prévoit de renforcer l'information et la sensibilisation des mères. Ici, oui, c'est très bien, mais le problème c'est qu'elle prévoit de faire ça de manière très unilatérale, donc avec des textes qui seraient rédigés par le gouvernement pour les informer de la situation, etc. Sachant que le gouvernement n'est pas très au fait des pratiques de l'instruction en famille. Donc ce qui serait, à mon avis, largement préférable, c'est de rédiger ces vadémécum et autres manuels pour les mères en collaboration avec les familles, et notamment avec les associations de familles. Donc voilà, pour les propositions concrètes qui peuvent être faites. Donc pour conclure sur tout cela, je dirais que, alors bon, pour faire une conclusion vraiment très générale, face à ce paradoxe, en fait, ce que j'ai appelé un durcissement libéral-libertaire de notre société, parce que c'est ça qu'il s'agit. On est face à une société très molle, très permissive, parfois très vide, et on a ce paradoxe d'un durcissement autoritaire, libéral-libertaire. Donc il importe plus que jamais de retrouver le sens de nos libertés véritables et d'être prêt à les défendre face à ces menaces institutionnelles. Ici, je vais citer Benjamin Franklin. Une société capable de sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finira par perdre les deux. Donc, sécurité contre liberté, c'est un faux débat. Et j'ai envie de dire, que faut-il dire d'une société capable de sacrifier des pans entiers de sa liberté, ce qui se passe actuellement, pour zéro sécurité en plus, parce que les mesures proposées ne sont même pas utiles. Donc là, on est face à un véritable problème. Donc je répète ici ce que je disais en première partie.
attention au discours sécuritaire qui est très courant à droite. Il faut vraiment garder en ligne de mire que la sauvegarde de nos libertés est une priorité, est véritablement quelque chose d'essentiel, et ne pas céder à cet autoritarisme face à l'islam, en fait, puisque c'est souvent le prétexte invoqué. Refuser les mesures faciles, publicitaires et électoralistes. Évidemment, proposer des mesures pour les écoles hors contrat et pour l'IEF, ça ne va pas gagner beaucoup d'électeurs, mais c'est quelque chose d'absolument essentiel pour la société que nous voulons construire. Voilà, et un petit mot pour les femmes, je pense qu'il nous appartient vraiment d'incarner au cœur de nos vies cette liberté éducative à laquelle nous tenons. Ça implique des sacrifices personnels, comme le disait Béatrice Bourges tout à l'heure, mais c'est vraiment important pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre monde, et j'ai terminé. Voilà.